Quit, la stratégie des leaders. L'art de renoncer au bon moment, de Annie Duke, lu par Lara Sueux. Hutchison, Teske et Kasischke se retrouvèrent coincés à l'arrière, derrière des grimpeurs de ce groupe. Ces derniers étaient lents, mais il était difficile de les dépasser, parce qu'ils avançaient en rang serré, ce qui posait un problème car il faut ensuite suivre une unique corde fixe sur une grande partie du parcours. Les grimpeurs expérimentés savent comment se déployer pour permettre aux plus rapides de passer devant eux. Avec les 3 hommes, il y avait aussi le chef d'expédition d'Adventure Consultants, à qui Hutchison demanda à un moment combien de temps il leur faudrait pour parvenir en haut. Il répondit « environ 3 heures », et il se mit alors à grimper plus rapidement, cherchant à dépasser la grappe d'alpinistes incompétents qui les précédaient. Hutchison retint Teske et Kasischke pour leur parler. À leur montre, il était près de 11h30. Ils grimpaient depuis près de 12 heures. Tous 3 se souvenaient que leur chef d'expédition leur avait indiqué, alors qu'ils étaient au camp de base, que le jour de l'ascension vers le sommet, le temps de rotation serait fixé à 13 heures. Hutchison formula son opinion. La tentative avait fait long feu. S'il continuait, il parviendrait au sommet après 13 heures, même en tenant compte d'une éventuelle marge de manœuvre. Ils avaient compris que le temps de rotation visait à les protéger des dangers encourus à la descente, lesquels, vu l'hostilité du milieu, ne pouvaient pratiquement que conduire à la mort. Teske était d'accord pour faire demi-tour, mais Kasischke se montrait réticent à renoncer. Il devait atteindre le sommet de l'Everest pour boucler les 7 sommets. Il aurait alors escaladé la plus haute montagne de chaque continent. Réussir cet exploit implique d'y consacrer énormément de temps et d'argent. Plusieurs de ces points culminants se situent dans des zones reculées, peu accessibles. Si vous pensez que se rendre jusqu'au mont Everest est difficile, essayez d'organiser un voyage jusqu'au mont Vinson, point culminant de l'Antarctique. Abandonner maintenant, c'était renoncer à réaliser son objectif pour au moins 1 an. Hutchison et Teske parvinrent néanmoins à convaincre leur ami et à 11h20, ils firent demi-tour et regagnèrent, sans encombre, le camp 4 avant de quitter l'Everest quelque temps plus tard. La raison pour laquelle leur histoire n'est pas connue vous apparaît sans doute évidente à ce stade. Elle s'est déroulée sans incident notable, après tout. Les héros sont parvenus à 3 heures du sommet de l'Everest, ont obéi aux règles et abandonné. Ils n'ont jamais risqué la mort. Ils ont, au contraire, tourné les talons et continué de vivre. Cela n'a rien de très palpitant. Ce n'est pas l'étoffe dont sont faits les films. L'ironie de l'histoire, pourtant, est que si vous êtes amateur de livres ou de films sur l'Everest, je suis prête à parier que vous avez déjà entendu parler de Hutchison, Teske et Kasischke. Simplement, vous ne vous souvenez pas d'eux. La tentative avortée de nos 3 grimpeurs a eu lieu en 1996, saison dont Jon Krakauer a écrit la chronique dans son célèbre livre « Tragédie à l'Everest » et qui a également fait l'objet d'un documentaire à succès en 1998, Everest, et d'un film en 2015 portant le même titre. Leur chef d'expédition s'appelait Rob Hall. Il était l'un des alpinistes les plus accomplis au monde. Hall, ainsi que 4 autres grimpeurs parvenus au sommet ce jour-là, sont morts à divers points de la descente vers le camp 4. C'était Hall qui, coincé avec eux, à l'arrière de la cohorte, leur avait dit qu'ils étaient encore à 3 heures de leur but, avant d'accélérer pour tenter de dépasser les grimpeurs plus lents devant eux. Et ce, en dépit du fait que le même Hall avait insisté sur l'importance de respecter le temps de rotation fixé à 13 heures auprès de ses clients réunis au camp de base. Il avait également déterminé les temps de rotation pour les nombreuses ascensions intermédiaires et les avait fait respecter. Il avait même, l'année précédente,
obligeait un client nommé Doug Hansen à faire demi-tour à une centaine de mètres seulement du sommet. La prudence de Hall et sa capacité à établir et faire respecter le temps de rotation en 1995 avaient sans doute sauvé la vie de Hansen. Un des autres guides, présents cette année-là, a raconté que Hansen allait bien pendant l'ascension, mais dès qu'il avait commencé à descendre, il avait perdu ses moyens, physiquement et émotionnellement, il s'était transformé en zombie, comme s'il avait tout donné. Rob Hall avait ensuite appelé Hansen à plusieurs reprises durant l'année. Il lui avait accordé une remise et l'avait encouragé à faire une nouvelle tentative pendant la saison 1996. En 1996, Hall atteignit le sommet vers 14 heures avec un petit groupe. Les autres grimpeurs, se rendant maintenant compte qu'il se faisait tard, entreprirent rapidement de redescendre. Hall attendit Hansen qu'il pensait être juste derrière. Hansen n'arriva pas avant 16 heures. Il était alors si épuisé qu'il fut incapable de descendre la paroi quasi verticale de Hillary Step. Hall ne put l'amener en bas et se refusa à l'abandonner. Ils moururent tous les deux. Nous examinerons plus loin dans ces pages les forces qui ont probablement altéré le jugement de Hall. Contentons-nous de souligner ici que son échec tragique démontre que fixer un temps de rotation augmente certes les chances de prendre une décision d'abandon rationnel, mais ne le garantit pas. Au milieu des événements catastrophiques de ce jour-là, personne ne se souvient vraiment de Hutchison, Teske et Kasischke. 3 alpinistes qui obéirent aux règles et firent demi-tour. Non seulement on ne les célèbre pas, mais c'est comme s'ils n'avaient laissé aucune trace. Ils sont invisibles. Pourquoi sommes-nous si peu nombreux à nous rappeler ces 3 hommes qui ont sagement renoncé ? Krakauer n'a pourtant pas manqué de raconter leur histoire dans son livre. Il écrit même que, confrontés à une décision ardue, ils comptèrent parmi les rares grimpeurs à faire le bon choix ce jour-là. Nous avons tendance à ne considérer qu'un versant de la réaction humaine face à l'adversité. Ceux qui y vont. Les alpinistes qui ont poursuivi l'ascension sont devenus les héros de cette aventure, tragique pour les uns, finalement heureuse pour les autres. Ce sont eux qui, ayant persévéré, retiennent l'attention, bien qu'ils n'aient pas respecté le temps de rotation. L'histoire de ceux qui ont fait demi-tour sur le chemin du sommet mérite d'être racontée, mais apparemment pas de rester dans les mémoires. Il ne fait aucun doute que savoir abandonner est une compétence importante en matière de prise de décision. Prendre la bonne décision est parfois une question de vie ou de mort. C'était le cas sur l'Everest. Pourtant, même dans cette situation dramatique, ceux qui ont renoncé sont oubliés, semble-t-il. Le problème est que nous nous améliorons grâce à l'expérience acquise, la nôtre ou celle des autres. Et notre aptitude à en tirer les leçons est de façon générale à la mesure de notre capacité à la garder en mémoire. Cela vaut notamment pour les décisions d'abandon. Comment pouvons-nous apprendre quoi que ce soit si nous ne voyons même pas ceux qui abandonnent ? Pire, comment sommes-nous censés apprendre d'eux si quand nous les voyons, nous les considérons de façon négative comme des êtres qui ne méritent pas notre admiration, comme des poltrons ? Le mot « poltron » est clairement tombé en désuétude, mais il était autrefois très usité pour désigner ceux qui abandonnaient et suffisamment méprisant pour que celui auquel il s'adressait soit en droit de vous défier en duel. Lorsque l'avocat Charles Dickinson traita Andrew Jackson de lâche et de poltron dans un journal local en 1806, ce dernier le défia en duel
et le tua. Ce qui n'empêcha pas Jackson d'être élu président des États-Unis en 1829. Comment espérer amener les gens à apprécier combien il est important de savoir lâcher l'affaire quand on peut en arriver à de telles extrémités pour ne pas faire figure de lâche ou de lâcheur?